Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Rodriguez, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous partager les avancées, les découvertes de l'action collective Nos villes à 50 degrés. Un moment de partage, d'échange, d'inspiration. On va parler aujourd'hui innovation, solution, sur un sujet qu'on a encore vécu dans notre chair la semaine dernière, puisqu'on a tous vécu une canicule incroyablement précoce, avec des records de température systématiques. Et donc, forcément tenté de rappeler que le collectif Nos villes à 50 degrés, il est né il y a une petite année. C'est un collectif qui est encore jeune, à l'initiative de deux bailleurs sociaux, Séquence et CDC Habitat. Et depuis, le collectif a bien grandi. On aura l'occasion de vous partager l'ensemble des membres. Et avec finalement 3 grands constats. Le premier, c'est que le sujet du changement climatique, c'est un sujet qui devient un enjeu sanitaire, même si on adore avoir des débats pour ou contre la clim à la télévision. C'est un enjeu sanitaire. On ne va pas commencer à faire l'inventaire du nombre de morts, mais ayez en tête que l'année dernière, on a comptabilisé à peu près 5000 morts à cause de la chaleur. C'est plus que les accidents de la route. Donc, il est urgent d'agir. Si on prend uniquement l'exemple des canicules, mais vous le savez, le changement climatique, ça n'est pas que les canicules, c'est aussi la sécheresse, c'est aussi les inondations, c'est aussi beaucoup de choses. Mais si on prend uniquement le sujet des canicules et le sujet des logements, par exemple, ça va être des difficultés à dormir et donc de la fatigue chronique et donc des troubles cardiovasculaires et donc pour les personnes vulnérables, de la morbidité, pour nos jeunes, des difficultés d'apprentissage. Bref, c'est en train de devenir un sujet sanitaire. Et donc, dans la pyramide de Maslow, il va falloir qu'on agisse extrêmement vite et qu'on dépasse les débats stériles. Premier constat. Deuxième constat, un sujet social. Quand il fait très chaud, on n'a pas tous les moyens d'aller se réfugier dans une maison en Bretagne. On n'a pas tous les moyens d'installer un climatiseur et de payer la facture énergétique associée. Et donc, de manière générale, se pose la question de notre équité, notre égalité face à l'accès à la fraîcheur. Donc, on voit à nouveau qu'il est urgent, collectivement, au niveau sociétal, de se poser la question comment on fait pour se protéger de ce changement climatique. Puis le troisième constat, c'est le constat politique. On ne peut pas continuer d'avoir un débat sur la chaleur une fois par an, même si c'est malheureusement un peu ce qui se passe. On sent que si on n'anticipe pas, si on n'a pas des acteurs pionniers qui passent à l'action sur le terrain pour éclairer le débat public sur ce qui est faisable, comment on peut le faire et comment on peut le massifier, on pourrait s'inquiéter de prise de décision dans l'urgence, un petit peu à l'emporte-pièce. Voilà un peu les grands constats où finalement ce collectif d'acteurs s'est dit il faut qu'on fonce. On ne peut pas attendre que le législateur règle tous les problèmes de la nation, donc on va passer à l'acte. Nos villes à 50 degrés, c'est un collectif de maîtrise d'ouvrage privée, de maîtrise d'ouvrage public, de bailleurs sociaux, de collectivités, d'aménageurs, de foncières, de promoteurs, mais aussi d'experts, de chercheurs, d'architectes, de sociétés d'ingénierie qui testent au quotidien sur des dizaines de projets pilotes, des solutions, avec une obsession, qu'est-ce qui marche moins bien, combien ça coûte, comment on fait pour massifier, puis comment on fait pour s'organiser, pour passer d'un constat à un résultat. C'est ça notre obsession collective. L'ADN, c'est le partage. On partage au sein du collectif, on partage les difficultés, on partage les solutions. Et aujourd'hui, on a souhaité partager avec vous tous, ce qu'on a compris, ce qu'on a découvert avec beaucoup d'humilité, mais aussi de la détermination, parce que ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, maintenant, on veut le mettre en œuvre et on est en train de le mettre en œuvre au quotidien. Donc voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir à écouter les différents témoignages des témoins qui sont avec nous, là, que vous pouvez saluer. Et puis, sans plus, je vais vous partager le déroulé du webinaire. On va d'abord un petit peu vous raconter ce qu'est le collectif Nos villes à 50 degrés. Vous pouvez d'ailleurs avoir le désir de rejoindre le collectif en nous écoutant. Je l'espère secrètement, donc vous n'hésiterez pas à nous faire un petit coucou et puis on pourra échanger ensemble parce qu'on a besoin d'énergie pour avancer. On vous partagera nos avancées, ce qu'on a découvert, les travaux qu'on mène, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce qui se cache derrière ce nom et derrière cette intention. Et puis le cœur du sujet aujourd'hui, c'est le cahier d'inspiration, qui est un mot savant pour dire je lance une opération de rénovation, d'aménagement ou de construction. Qu'est-ce que je peux bien mettre en place pour améliorer le confort et la qualité d'usage, l'habitabilité du bâtiment et des bâtiments que je réalise. Et puis, on fera un zoom sur des innovations. Voilà, on a essayé de scruter des innovations. On n'a absolument pas la prétention de les avoir toutes captées, mais on en a pas mal qui nous sont remontés. Ça nous a permis de prendre un peu de recul sur quels étaient les sujets qui étaient bien alimentés. Puis, au contraire, on a vu quelques zones
sur lesquels on se dit qu'il pourrait peut-être y avoir une accélération d'innovation parce qu'on a été parfois un petit peu déçus de se dire qu'il n'y a pas suffisamment d'innovation. Et puis, il y a eu des coups de cœur. Voilà, on a 3 solutions sur lesquelles on a des maîtrises d'ouvrage qui nous ont dit, mais ça, c'est vraiment top, il faut que je comprenne mieux comment ça fonctionne, il faut que je me l'approprie, il faut que je le diffuse. Et donc, on va avoir l'occasion d'avoir 3 coups de cœur qui sont 3 des trentaines d'innovations qu'on a identifiées qui vont venir pitcher aujourd'hui. Sans transition aucune, je laisse la parole à Guillaume. Guillaume qui est, sans mauvais jeu de mots, un peu l'architecte de tous ces travaux. Et Guillaume, tu vas nous raconter peut-être un peu plus en détail ce qu'on y fait, avec qui on le fait et où on en est. Guillaume, on est tout à toi. Alors, tu as spoilé pas mal ce que je voulais dire, mais je vais quand même le répéter. Le mot action collective ici, c'est pas un vain mot, hein. Christophe l'a bien dit. Ce qu'on essaye de faire, c'est on fait pas de la recherche, même si la recherche est très utile. Nous, on est vraiment en mode action. C'est quelles sont les actions très concrètes de terrain qu'on peut mettre en place. Vous allez voir d'ailleurs qu'à un moment donné, je vais vous présenter des choses. Ça n'a rien de très sexy, contrairement à d'autres choses. C'est qu'on est dans la note, dans le tableau Excel. On essaie de faire bouger les lignes. Et le mot collectif est très important. On essaie de jouer tous ensemble. Et ça se voit à travers les membres. Et Christophe l'a dit, c'est que si on veut faire bouger le sujet de l'inconfort d'été, il faut faire bouger à la fois les maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient publiques, privées, les grands décideurs, les grands bailleurs, et on a besoin des experts, mais que ce soit les experts institutionnels, avec un petit coucou au CSTB et CEREMA qu'on fait beaucoup bosser en ce moment, mais aussi toutes les sociétés d'ingénierie qui nous aident au quotidien et qui sont au quotidien dans les projets. Hein. Ils n'ont pas besoin de nous pour faire bouger les choses, mais c'est en mettant tout le monde ensemble qu'on arrive à faire bouger les lignes. Et c'est là où A4MT, hein, on est plutôt bon pour faire discuter, travailler ensemble tous ces gens-là pour essayer de faire bouger les lignes globalement de l'inconfort d'été. Et puis un grand merci aux 2 premiers grands acteurs qui nous ont rejoints et qui ont permis de créer ce collectif, Séquence et CDC Habitat. C'est eux qui ont eu l'intuition initiale de se dire qu'il fallait absolument qu'on se bouge. Et maintenant, vous avez vu, on a des grandes villes et de toutes sortes d'acteurs. Non, mais c'est très bien, Mathéo. Ce que je disais, c'est que on essaye de faire bouger les lignes et vous voyez les mots anticiper, systématiser, mobiliser, transformer. Moi j'insisterai plutôt sur le mot mobiliser. Et quand je vais vous présenter les actions qu'on a mis en place, en fait, peut-être la première chose qui se passe, c'est que le fait d'exister, le fait d'en parler, et ça, c'est un retour d'expérience que vous pouvez presque tous appliquer. À partir du moment où vous faites remonter au-dessus de la pile les enjeux d'inconfort d'été, eh bien, évidemment, on va en parler et on va trouver des solutions. Alors après, ça peut être des solutions très terre à terre. Et souvent, l'inconfort d'été, ce n'est pas des grands plans très compliqués. C'est souvent des choses très concrètes, parfois des choses un peu vernaculaires ou anciennes qu'on a un peu perdu de vue. Hein. On parle dans les solutions de volets, de choses comme ça. Donc, c'est vraiment mobiliser, c'est vraiment un mot important. Et puis, ce qu'on essaie de faire, c'est une fois qu'on a réussi à mobiliser, on essaie de systématiser. Ce qui nous permet, bien sûr, quand on veut systématiser, on est obligé d'anticiper les choses. On ne peut pas, une fois qu'on veut systématiser, on sait qu'il y a des actions qui nécessitent un temps long, parce que le monde du bâtiment, malgré tout, c'est beaucoup de mètres carrés sur un temps long. Et la finalité, c'est de transformer et c'est revenir à comment on intègre dès le départ d'un projet, mais même au départ de la conception, même avant la conception, quand il s'agit de réfléchir à des investissements qui doivent être faits, comment on transforme les actions. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on essaye de faire. Et si ça peut vous rassurer, ça fonctionne très bien. Tu peux passer à la suivante. Ça fonctionne très bien. C'est que alors, déjà, clairement, quand on a des semaines comme la semaine dernière, les gens sont conscients qu'on en a besoin. Mais surtout, les gens ont envie d'améliorer le confort des habitants, que ce soit dans les écoles, dans les logements, etc. On a 2 manières d'engager nos membres et qui sont assez bien coordonnées dans le sens où l'une et l'autre sont nécessaires.
On a du coup les actions collectives. J'aime bien commencer à l'envers les slides, Mathéo, tu m'en voudras pas. On a les actions collectives, c'est les réponses auxquelles on essaye d'apporter une espèce de réponse tous ensemble. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, les gens, les acteurs, nos membres, ils agissent déjà au quotidien. Mais parfois, c'est partiellement, ou c'est sur des projets, ou comme toujours, hein, un projet, il y a toutes les vicissitudes d'un projet. Mais il y a des actions, et nous, on essaie de rassembler toutes les actions, prendre toutes les bonnes idées, essayer de rassembler et de conserver un peu toutes les bonnes idées et comment on avance plus vite. Pour faire ça, on a besoin de retour terrain, on a besoin de savoir comment ça se passe dans le quotidien des projets, c'est quoi les blocages, c'est quoi les leviers qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui coûte cher, qu'est-ce qui coûte pas cher, pourquoi on n'a pas agi. Et donc, c'est bien les deux choses. On essaye de voir dans le quotidien, avec des projets, très concrètement, ce qu'on arrive à faire, comment on peut le mettre en place, et comment on arrive à extrapoler ça. Et à l'inverse, les actions individuelles nous permettent aussi de découvrir des solutions, de se dire, tiens, si on testait ça sur ce projet-là, on en discute collectivement, on se dit, c'est une bonne idée, on essaie de cadrer le sujet, et ça redescend ensuite. Donc, c'est vraiment très interactif. Action individuelle pour avoir les retours terrain et tester les solutions. Action collective pour essayer d'embarquer tous les acteurs et, in fine, toute la filière. Donc, il y a bien ces deux sujets. Et avec un point particulier, et ça, j'en parlerai dans les actions, c'est l'échelle des travaux. Et c'est un point important qui est assez particulier à l'inconfort d'été, qui est peut-être moins présent dans d'autres questions environnementales. C'est que l'inconfort d'été, il se traite à absolument toutes les échelles. Donc à l'échelle quasiment d'une ville, hein, quand on parle d'îlot de chaleur urbain, c'est le sujet de la ville. À l'échelle du quartier, où on a les microclimats du quartier, à l'échelle d'une rue, et puis à l'échelle du bâtiment, évidemment, et puis à l'échelle presque individuelle, là, on ne l'a pas écrit, mais il y a évidemment des enjeux d'agir. Moi, je vais ouvrir mon volet, mais du coup, comment je peux ouvrir mes volets, etc. Donc, c'est vraiment toutes ces échelles qui fait la particularité des leviers existants pour traiter l'inconfort d'été. Et puis, on garde dans un coin de la tête, hein, ce qu'on a écrit, c'est que il y a les sujets d'adaptation qui sont nécessaires, et c'est le cœur des travaux de nos villes à 50 degrés, mais sans oublier l'atténuation. On doit absolument, dans les leviers qu'on imagine et qu'on est en train de tester, c'est d'éviter d'empirer le réchauffement climatique. Donc, on a toujours cette attention à adapter et à tenter d'adapter les bâtiments, mais tout en restant sur une trajectoire d'atténuation correspondant à un monde à 2 degrés. Enfin, pardon, un monde nettement inférieur à 2 degrés. Je vais vous présenter quelques actions et vous faire un petit retour de cette globalement première année. Ça fait pas tout à fait un an que les travaux ont été lancés. Comme je le disais, c'est pas très sexy, hein. J'ai l'habitude, j'aime bien faire plein de schémas très annotés. Je vous avoue là, je voulais pas vous mettre des imprimes écran de notes, d'Excel, de cases, etc. Je vous ai fait un peu la liste de tous les travaux qu'on a lancés. Et il y a pas mal de travaux qui sont en cours, hein. Peut-être pour repartir d'en arrière, c'est que, comme je vous le disais, quand on va voir les projets, quand on va voir les acteurs, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont faites, mais l'inconfort d'été n'est pas le numéro 1 dans la liste des tâches. Donc, on fait des choses, on ne va pas forcément jusqu'au bout. Et il y a des bouts d'actions qui sont mises, ou il y a des actions, mais même des fois, c'est sur un projet, parce que vous avez un chef de projet qui est très motivé, mais ce n'est pas à l'échelle. Donc, on a essayé de tirer le fil de toutes les informations qu'on avait, et on a essayé de commencer à résoudre des problèmes et à y apporter des réponses collectives. Alors, parmi les sujets, je vous ai mis une liste un peu à l'après-vert, mais vous allez voir qu'il y a une cohérence quand même. Et avant d'attaquer, même s'il est en petit, le schéma à droite est important. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que, je réinsiste, c'est que les actions pour l'inconfort d'été, elles ont toutes ces échelles. Et ce que montre ce schéma, c'est intéressant, c'est que vous avez tout en bas à droite, et on vous le mettra peut-être plus grand quand on fournira le PowerPoint, c'est que vous avez les innovations, et ça je le passe parce que c'est le cœur de sujet de ce qu'on va vous présenter. En bas à gauche, vous avez les actions du quotidien, l'être humain. Et ça, c'est les actions absolument importantes. Maintenant, la question, c'est une fois qu'on a mis des actions en place, et je prends l'exemple des volets, par exemple, c'est le volet. La première action, c'est qu'est-ce que je mets comme volet, mais la deuxième action, c'est comment je peux l'activer, comment je peux l'ouvrir, le fermer, et quelles sont les contraintes que ça entraîne sur les volets. Et puis après, vous avez les deux grandes familles de solutions, les solutions urbaines et les solutions de bâtiment.
Donc, on a commencé à regarder des projets urbains, et ça, c'était très intéressant, avec des aménageurs, où on a regardé quels étaient les blocages et quels étaient les leviers mis en place au niveau des aménagements. Alors, ce que je vais vous dire, et normalement tout ce que je dois vous dire, c'est des actions où vous allez me dire, Guillaume, c'est très évident. On est d'accord. Par contre, c'est jamais complètement exploité ou c'est fait partiellement. Nous, l'idée, c'est de fixer un cap et de dire on y va, on fonce. Sur les sujets d'aménagement, évidemment, la végétalisation, c'est le premier sujet. Et peut-être le premier sujet, c'est de se poser la question des aménagements. On parle beaucoup de bâtiments bioclimatiques, mais si en fait votre parcelle, elle est quelque part le PLU ou la ZAC vous impose une forme, bah, l'action bioclimatique elle va être très limitée. Donc on a commencé à regarder, et avec des notions intéressantes que je peux vous raconter, c'est de voir que sur les projets d'aménagement, les projets urbains, il n'y a pas si longtemps que ça, les questions qu'on se posait, c'était plutôt comment amener de la lumière dans les logements, comment faire des logements qui avaient beaucoup de lumière, et on favorisait typiquement les logements au sud, bien ensoleillés. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, et est-ce qu'un appartement agréable ne serait pas au nord? Alors, je vous dis ça parce que les projets sont en cours, et ceux qui ont l'habitude des projets urbains, c'est des projets sur le temps long. C'est des projets qui peuvent prendre 2, 3, 5, 10 ans. Donc voilà, ça, c'est les questions qui commencent à émerger. Peut-être que finalement, l'appartement du futur est agréable, ce sera un appartement plutôt au nord, ou en tout cas avec une terrasse au nord, pour éviter d'avoir des surchauffes en été. Dans les travaux qu'on a menés, les premières questions qui ont émergé, c'est à un moment donné, on a besoin de parler de climatisation. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de la climatisation partout, mais il faut en parler. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, et on a tenté des décryptages. Quelles sont les idées reçues qu'on avait, vraies, fausses, plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. Dire que la climatisation va réchauffer une ville de 4 degrés, c'est faux. Par contre, dire qu'elle va un peu réchauffer une ville et que son action est en réalité extrêmement localisée à l'échelle un peu de la rue, voire du balcon, ça c'est vrai. Donc ça, c'est les travaux qu'on a menés, qu'on est en train de... Et là, tout ce que je vous cite, c'est les travaux où la finalisation, pour l'instant, on n'a pas encore un beau document propre qu'on peut partager, mais on commence à arriver au bout des sujets, et je vois Mathéo sourire, on arrivera à aboutir à un très beau cahier. On n'en est pas loin. Typiquement, dans les solutions, les premières qui ont émergé, c'est les brasseurs d'air, les brasseurs d'air, les brasseurs d'air, les brasseurs d'air. Je pourrais le répéter 30 fois, mais c'est apparu comme la solution, alors pas miracle, mais en tout cas une très bonne solution dans beaucoup d'endroits. Et donc, comment on pose des brasseurs d'air? Alors, ça me permet de revenir sur un point, c'est que nos travaux, c'est aussi basé sur ce qui a déjà été fait. Et typiquement, sur les brasseurs d'air, si vous suivez un peu, il y a une excellente étude qui est parue il y a quelques temps déjà, qui s'appelle Brass, dans lequel vous avez à peu près toutes les informations. Après, Brass, c'est un document, c'est plein de documents. Donc, comment est-ce qu'on en fait une synthèse? On en fait une fiche action pratique pour les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre. Comment concrètement, combien ça coûte, c'est quoi le poids carbone, etc., etc. Sur les occultations, même chose, on le redira jamais assez. La première action à faire sur le changement pour traiter l'inconfort, c'est les occultations. Et on s'est vite aperçu qu'il y avait occultation. Merci Guillaume, c'est sympa ce que tu nous racontes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bonnes occultations et des occultations qui ne font pas bien le job. Notamment, tous les retours qu'on a eus, c'est les volets roulants. C'est très bien pour protéger du soleil, pour faire le noir. Par contre, ça ne laisse pas passer l'air. Et puis, c'est un peu un mode on-off. J'ai le noir et j'ai pas de soleil, mais c'est tout, j'ai pas trop d'action. Donc, on a senti qu'à un moment donné, il fallait pouvoir comparer les occultations en mettant presque des notes, parce qu'on pouvait inventer un système de notation. Et donc ça, on commence à aboutir à se dire que j'arrive à entre un volet roulant, des stores à l'italienne, des stores ban. Est-ce que je peux essayer de noter ça en fonction de différents critères, les moustiques, laisser passer l'air, etc., etc. Même chose, on dit toujours il faut de la ventilation traversante. Ok, les retours qu'on a eus de terrain, c'est bah oui, mais est-ce que est-ce que tous les traversants sont équivalents? Est-ce que double orientation, c'est équivalent à traversant? Est-ce que finalement un mono-orienté, mais qui serait très large avec une grande façade, serait pas si mal? Donc, même chose, on a essayé de réfléchir à comment caractériser ce que voulait dire la ventilation traversante. Est-ce qu'on peut caractériser et comparer? Est-ce que finalement, deux logements traversants sont peut-être pas équivalents?
Même chose, les STD. Alors, donc tout ça, je pourrais vous en parler très longuement. Je pense que je vais un peu arriver au bout et je vois Mathéo me faire opiner. Cahier des charges d'une STD, on a tous parfois envie de faire des STD quand le sujet est un peu technique, mais qu'est-ce qu'on prescrit? Comment on le fait? Comment on analyse? Même les bureaux d'études qui font des très bonnes STD, comment eux, ils peuvent être un peu cadrés par une maîtrise d'ouvrage? Tous les indicateurs de confort, je ne vais pas vous les lister, mais comment est-ce qu'on essaye de se dire que le fameux PMVPPD, à quel moment on s'en sert? Et vous voyez, j'ai utilisé des acronymes un peu barbares. Et puis, le travaux du quotidien, c'est comment une maîtrise d'ouvrage très en amont, sur presque une phase esquisse, peut avoir un système de notation sur l'inconfort, aller vite et se faire un corps. Et pour aller un tout petit peu plus loin sur des travaux qu'on a commencés, mais qui sont absolument intéressants, c'est comment s'engager sur le confort d'été. Pour les geeks de l'énergie, ça devrait leur parler, mais on s'est posé la question, il existe des engagements énergétiques. Ah oui, d'accord, tu me passes directement. Comment on peut faire ça en amont? Et du coup, je m'arrête là, Mathéo, je te laisse la place. Merci Guillaume pour tous ces éléments très intéressants. Je remarque qu'il y a des questions qui ont été posées sur est-ce qu'on pourra accéder à tout ça et quand? Donc, j'ai une réponse en 2 temps. Le premier, c'est le plus simple, c'est de rejoindre le collectif si vous voulez vraiment être dans le cœur du réacteur. N'hésitez pas à nous écrire, on discutera ensemble des modalités pour nous rejoindre, comment contribuer, comment nous aider, comment nous éclairer, voire comment carrément tester sur des opérations réelles. Et il y a un événement public qu'on réalisera le 2 juillet, j'en reparlerai à la fin. On va diffuser pas mal de choses publiquement qu'on a travaillé, voilà, mais je vous en redis 2 mots à la fin. Merci Christophe. Merci Guillaume pour tous ces éléments. Donc moi, je suis Mathéo Paris, je suis en charge de la réalisation du cahier d'inspiration qu'on va vous présenter, qu'on va vous restituer aujourd'hui. Et avant de vous présenter ce cahier d'inspiration, déjà pourquoi on l'a fait, c'est que après avoir travaillé sur la définition des problématiques et des actions systématiques à mettre en place pour l'adaptation aux vagues de chaleur, on s'était dit qu'il fallait y répondre, il fallait trouver des solutions. Donc on a décidé de repérer des solutions inspirantes pour l'adaptation, de les qualifier et de les mettre en lumière pour les membres du collectif. Ce qui nous a amené à la création d'un cahier d'inspiration que je vais vous présenter. Donc c'est l'aboutissement d'un travail qu'on a lancé l'année dernière via un appel à innovation en juillet dernier. Donc pour vous parler de ces objectifs, comme je l'ai dit, c'est d'identifier les solutions innovantes, de qualifier les innovations retenues pour inciter les maîtrises d'ouvrage publics et privés à les tester sur le terrain. Mais ça ne s'adresse pas seulement aux maîtrises d'ouvrage publics et privés, ça peut s'adresser aussi à tous les prescripteurs, les bureaux d'études, les architectes, qui souhaitent en savoir plus sur les solutions qui existent, les innovations qui existent aussi sur l'adaptation, que ce soit des innovations techniques fondées sur la nature ou plutôt liées à la sensibilisation des personnes ou des outils de modélisation. Pour vous décrire un petit peu tout ce qui s'est passé depuis juillet 2025 en quelques chiffres, donc au lancement de l'appel à innovation, on l'a laissé ouvert pendant 3 mois, on a reçu 90 candidatures, on a analysé 70 innovations et enfin on a retenu 35 innovations dont 3 coups de cœur. Donc déjà, je tenais à remercier tous les porteurs de solutions, toutes les personnes qui ont répondu à notre appel à innovation parce que ça prenait du temps de décrire la solution, toutes les personnes aussi avec qui on a échangé. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travail qui a été réalisé pendant 1 an. Donc il y a eu un appel à innovation, il y a eu 1 an d'échange et différents ateliers d'analyse avec les experts du collectif. Il y en a eu 6. Et il y a aussi eu un jury avec des membres du collectif pour élire les coups de cœur qu'on vous présentera aujourd'hui. C'est un peu la surprise à la fin de ce webinaire. Par rapport aux critères de sélection, pour vous dire un peu ce qu'on s'est dit pour sélectionner ces solutions dans le cahier d'inspiration, bon, déjà, il fallait que ce soit des solutions innovantes et ou qui ne sont pas une pratique courante du marché, donc qui ne sont pas encore forcément en place partout en France métropolitaine aujourd'hui. Il faut aussi que ce soit des solutions qui répondent aux problématiques d'adaptation, bien sûr, mais aussi avec des sensibles aux dimensions environnementales, parce qu'on regarde aussi le côté atténuation dans le programme, et qu'on ait aussi suffisamment d'informations et de démonstrateurs concluants avec des mesures terrain pour pouvoir justifier de l'efficacité de la solution. Pour parler un peu aussi du contenu, donc pour chaque solution, on a réalisé un canevas pour chaque innovation avec une description rapide de la solution, de la société qui porte la solution, le type de solution, où est-ce qu'elle s'applique, les points mis en avant par le porteur de la solution, la maturité, où est-ce qu'elle en est, à quelle réglementation elle doit répondre, les justificatifs environnementaux s'ils existent, quels sont les principaux prérequis de mise en œuvre, les spécificités techniques, la durée de vie et les références déjà en place, aussi les performances, bien sûr, comme on a demandé des mesures
sur ces solutions, donc d'avoir le gain de fraîcheur, l'impact CO2, l'éco-bénéfice, par exemple sur la biodiversité pour les solutions fondées sur la nature, et bien sûr le coût. Donc le coût de fourniture et pose, le coût d'exploitation s'il y en a un, et les subventions éligibles de ces solutions. Et enfin, c'est ce à quoi ont servi les ateliers qu'on a réalisés avec les experts du collectif. C'était de donner un avis sur ces solutions concernant l'application de la solution et de ses avantages. Donc, où est-ce qu'elle est la plus intéressante à mettre en place? C'est quoi les points de vigilance à avoir sur ces solutions? Par rapport à ce cahier d'inspiration, on vous a quand même préparé une version publique à votre disposition. L'entièreté du cahier d'inspiration est disponible pour les membres du programme, mais on va quand même vous fournir une version publique du cahier d'inspiration avec quelques éléments que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux et qu'on vous enverra à la suite de ce webinaire. Ou si vous le souhaitez aussi, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous l'envoie, ou si vous voulez discuter à ce sujet, avec grand plaisir. À présent, je vais passer à l'élément central de cette présentation, le panorama des innovations. Donc, je vais vous parler de ce qu'on a relevé avec toutes ces innovations, quelles sont les tendances du marché, quelles catégories de solutions on a pu voir. Par rapport à ces catégories, donc je l'ai énoncé juste avant, on a 3 grands types de solutions. On a relevé les solutions techniques, les solutions fondées sur la nature et les solutions dites usage et outils. Et ça nous a amené à avoir 13 sous-catégories d'innovation par rapport aux innovations qu'on avait récupérées. Donc, je le précise, on n'est pas allé chercher les innovations, c'est vraiment les personnes volontaires, motivées, qui ont répondu à notre appel à l'innovation, avec qui on a échangé sur leurs solutions, qui ont créé du coup ces sous-catégories. Par rapport aux solutions techniques, pour entrer un petit peu dans le détail des tendances de marché, on voit qu'on a eu beaucoup de solutions techniques, mais qu'elles sont pour l'instant, de celles qu'on a récupérées, qu'on a vues, centrées sur l'enveloppe et le pilotage technologique. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il nous manquait, on n'a pas beaucoup vu, elles ont été un peu moins représentées, des innovations, des solutions liées aux occultations extérieures, plutôt low-tech, les moustiquaires et les brasseurs d'air qu'on aurait aimé voir. Mais avant d'en reparler, je vais vous parler des innovations qu'on a vues, des solutions techniques qu'on a vues. Donc, par rapport au revêtement, on a eu majoritairement des peintures réflectives blanches éco-conçues à installer en toiture qui ont permis de résoudre le problème de la surchauffe des toitures non isolées, sombres, fortement exposées au soleil. L'avantage de ces solutions, c'est qu'on a quand même une rapidité d'intervention qui est imbattable, on a un faible coût et c'est une solution qui peut être envisageable quand on n'a plus d'assurance décennale pour sa toiture. Cependant, les points de vigilance à avoir sur ce type de solution, c'est que si on est sur une toiture qui est déjà bien isolée, on n'aura pas d'impact, très peu d'impact, voire pas du tout, sur la mise en place de cette solution. On a un entretien qui est indispensable pour maintenir la performance des peintures réflectives en toiture. Et dans certaines localisations qui sont faiblement ensoleillées, on peut même avoir une augmentation du besoin de chauffage qui va annuler les gains qu'on pourra faire sur le refroidissement si on a de la climatisation dans son bâtiment, les gains qu'on pourrait faire en été. Ensuite, par rapport aux menuiseries extérieures, donc on a eu un type de solution, c'était des menuiseries avec des stores intégrés dans le vitrage. Ici, le problème est résolu, c'était bien sûr de limiter l'apport solaire dans les bâtiments, mais ici, l'avantage, c'est la durabilité de la solution qui est allongée, l'entretien qui est simple et l'intégration facilitée des occultations en façade. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce type de solution ne permet pas de ventiler et de se protéger du soleil. Donc, ce n'est pas forcément adapté pour du résidentiel, c'est beaucoup plus adapté pour du tertiaire. Ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et Christophe et Myriam me les transmettront. Ensuite, on a eu un troisième type de solution, donc l'adiabatique en rénovation, où là, le problème résolu, c'était comment on rafraîchit des bâtiments sans climatisation en milieu urbain dense. Où là, pour vous rappeler un peu le principe de ce que c'est un système de rafraîchissement adiabatique, c'est un système de refroidissement par évaporation qui utilise l'évaporation de l'eau dans l'air pour le refroidir. Donc, on a un meilleur confort, un meilleur ressenti dans les espaces, dans les zones occupées. Donc, les avantages, c'est qu'on n'a pas de fluides frigorigènes utilisés qui sont polluants si on a des fuites. On a une mise en place qui est possible et simple en rénovation pour les systèmes qu'on a vus et qu'il n'y a pas de rejet d'air chaud à l'extérieur. Les points de vigilance, c'est qu'on peut avoir une perte de performance en zone humide. Quand l'air est trop humide, on ne va pas avoir cette capacité à évaporer l'eau qui est dans l'air pour rafraîchir et qu'on a besoin bien sûr d'une arrivée d'eau pour utiliser ces équipements. Et enfin, le dernier type de solution technique qu'on a vu, c'était automatiser la protection solaire avec des algorithmes prédictifs, parce que ce n'est pas si facile que ça de se protéger des apports solaires. Ça répond à un besoin il faut baisser les volets roulants, par exemple, au bon moment de la journée pour éviter au maximum la surchauffe intérieure. Les avantages de ces solutions, c'est que c'est des algorithmes qui permettent d'anticiper la surchauffe liée à ces apports solaires. Il y a aussi un faible coût, bien sûr. Et ça permet de se protéger du soleil, même quand on est absent. Donc, dans un logement, c'est assez intéressant quand même. Quand, par exemple, on ne pense pas à fermer ses volets le matin ou qu'on a quelqu'un qui est parti
de chez nous matin après nous, mais qui n'a pas pensé à baisser les volets, ça peut être une solution pour se protéger de la chaleur en journée. Les points de vigilance, c'est que bien sûr, les usagers doivent quand même être sensibilisés, parce qu'il y a la possibilité de prendre la main sur ce pilotage intelligent. Mais voilà, il faut quand même expliquer aux gens le fonctionnement de ces solutions. Oui, j'ai juste quelques questions, je vais te relayer, il y en a pas mal. La première question, c'est une question un peu générale sur le périmètre des innovations. Est-ce qu'on est France métropolitaine? Est-ce que c'est plus large que la France métropolitaine? Est-ce que tu peux déjà répondre à cette première question? Donc pour l'instant, nous, on n'a récupéré que des innovations qui sont présentes dans le cahier d'inspiration, que des innovations présentes avec des démonstrateurs en France métropolitaine. Donc ça pourrait être une suite, en fait, on est en train de réfléchir à la suite à donner à cette démarche-là. Donc ça pourrait être la prochaine étape. Deuxième question, quelqu'un qui est surpris qu'il n'y ait pas de solution sur l'isolation, notamment par l'extérieur. Est-ce que tu as vu des innovations, solutions d'isolation par l'extérieur, oui ou non? On en a eu quelques-unes, mais on en a eu une, mais il n'y avait pas de démonstrateur. Et en fait, nous, on est très dépendant des solutions qu'on a récupérées. Donc, je vais vous en parler juste après avec l'exemple des moustiquaires, des occultations et des brasseurs d'air. Mais on est ouvert aux solutions. On pense aussi, on réfléchit à faire des mises à jour du cahier d'inspiration pour rajouter des innovations avec les échanges des candidats qu'on a eus. J'ai aussi eu des échanges avec des porteurs de solutions où c'était un peu trop tôt pour les intégrer dans le cahier d'inspiration parce qu'on n'avait pas encore de démonstrateur terrain, mais avec qui je sais que j'aurai d'autres échanges une fois qu'il y aura un démonstrateur avec des mesures terrain. Donc pour l'instant, on n'en a pas, mais on n'est pas fermé à cette idée, on est juste dépendant des porteurs de solutions qui ont répondu à notre appel à l'innovation. Il y a beaucoup de questions, on ne va pas pouvoir toutes les prendre, mais j'en fais encore une ou deux. Donc oui, on vous partagera bien sûr l'ensemble des PowerPoint, y compris le cahier d'inspiration. La Mathéo, il tente de vous mettre en perspective ce qu'on a vu. Et vous y aurez accès, en fait, vous pourrez consulter le détail, même si tout n'est pas parfaitement disponible, puisqu'on laisse quand même le privilège à ceux du collectif d'avoir l'entièreté des travaux. Il y a une question sur les peintures réflectives. J'ai encore deux questions, puis après on enchaîne. Est-ce que les peintures réflectives, c'est vraiment que toiture terrasse, ou est-ce qu'on peut aussi avoir des toitures en pente, comme par exemple de la tuile, sous réserve ABF, etc. Il semble que oui. Oui, c'est possible. Et c'est ça, exactement. Donc oui, c'est possible et c'est précisé dans le cahier d'inspiration par rapport à l'application, le degré de pente, quel type de matériaux. Donc on a tous ces détails là dans les canevas de chaque solution. Évidemment, la décennale, c'est pour ça que Mathéo l'a mis en avantage parce qu'il veut le faire à moitié plein, mais on pourrait le mettre en inconvénient. C'est vrai que pour des raisons d'assurabilité, si vous êtes sous décennale, même en France, il y a décennale, donc vous avez intérêt à vous gratter un peu la tête. Et si vous êtes plus sous décennale, que vous avez des difficultés d'intervention pour surisoler, voilà, on a vu des maîtrises d'ouvrage qui utilisaient ces revêtements-là parce que c'est très rapide à déployer, donc ça peut avoir un effet intéressant. Allez, peut-être dernière question. Il y en a vraiment beaucoup, c'est pas facile. Il y a des gens qui disent qu'on n'entend pas bien, mais je vais me taire, donc ça va se régler. Oui, on a l'impression dans ce que tu nous as raconté qu'il y avait une différence sur l'adiabatique entre la rénovation et la construction neuve. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il n'y a pas de différence particulière? Nous, dans les innovations qu'on a eues, le caractère innovant, c'est que c'était plutôt des solutions qui s'intégraient bien en rénovation. S'il n'y avait pas de gros travaux à prévoir, de gainage à reprévoir en plus. Donc, en tout cas, dans ce qu'on a vu, nous, dans les solutions adiabatiques présentées ici, c'était plutôt des solutions qui se prêtaient plus à la rénovation qu'au neuf, dans leur caractère innovant. Je propose qu'on poursuive. Ouais. Il y aura d'autres questions, on les regardera ensemble après. Donc ici, pour continuer, donc, par rapport à toutes les solutions que j'ai énoncées, vous avez les structures qui ont répondu et qui correspondent à chaque catégorie. Donc merci à elles d'avoir répondu à notre appel innovation et de nous permettre de qualifier un peu les solutions d'adaptation aux vagues de chaleur. Pour revenir par contre sur les solutions techniques moins représentées qu'on aurait aimé voir un peu plus, c'est par exemple en premier les occultations extérieures low-tech où on a 73% des apports de chaleur en été qui proviennent des rayons solaires qui traversent les vitres. Donc on sait qu'en fait c'est, si ce n'est l'action à mettre en place en premier lieu, peut-être Guillaume tu vas m'en vouloir, mais devant les brasseurs d'air pour se protéger du soleil. Donc les occultations doivent être pensées pour se protéger efficacement du soleil et permettre un flux d'air la nuit pour ventiler. Dans le cadre de Noville à 50 degrés, on mène un travail, Guillaume l'a énoncé, on travaille sur un système de notation des occultations qui se base sur 5 critères: l'apport solaire, la protection par rapport à l'apport solaire, la perméabilité à la luminosité, la protection par rapport à l'intrusion, donc on n'a pas les mêmes occultations si on est en rez-de-chaussée, premier étage, que par rapport aux derniers étages, les moustiques bien sûr, donc la protection s'il y a des moustiques à intégrer, et la perméabilité à l'air. Donc quand on va choisir des occultations pour s'adapter,
nous, on pense qu'il est important de regarder ces 5 critères, que c'est primordial de les prendre en compte. Et du coup, on aurait aimé avoir un peu plus de solutions d'occultation. Quand tu dis low-tech, c'est pas très clair. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Même si c'est des buzzwords un peu qui font plaisir à entendre, mais Qui bien que tu nous expliques ce que tu veux dire. Qui peuvent être utilisés partout sans, des choses qui sont très, qui sont simples, qui sont pas rudimentaires non plus, mais qui sont installables facilement, qui sont simples d'utilisation, parce qu'en fait, on sait qu'aussi, quand on installe les occultations, il faut sensibiliser les gens. Donc voilà, donc c'est aussi une simplicité d'action pour pouvoir protéger les gens. Anticiper la question de comment ça fonctionne, la durabilité, c'est-à-dire s'assurer qu'on n'est pas obligé d'intervenir toutes les 30 secondes, soit parce que c'est complexe en usage, soit parce qu'il y a des pièces qui se cassent, parce que... Ok. Exactement. C'est plus clair, merci. Ensuite, par rapport aux moustiquaires, donc pour donner un peu le contexte, on a 91 sur 96 départements français qui sont déjà colonisés par le moustique tigre. Donc en fait, c'est déjà quasiment toute la France. Pas que le sud de la France, on a aussi des départements dans le nord qui sont touchés. Et ça va empirer dans les années qui vont venir. Donc en fait, c'est un problème qui est déjà très actuel. Donc il est primordial de pouvoir se protéger des moustiques pour pouvoir ventiler la nuit. Parce que quand on a des moustiques qui rentrent dans les logements la nuit, on n'a pas envie d'ouvrir la fenêtre, on ne ventile pas, du coup on n'évacue pas la chaleur. Et donc en fait, on maintient cette chaleur dans les logements et on crée un inconfort qui s'amplifie au fur et à mesure des jours de la canicule. Ce n'est pas quelque chose qui est massifié. On aurait aimé aussi avoir un peu plus de solutions pour les mettre un peu plus en avant. Ça paraît bête, mais à chaque fois qu'on parle du sujet, on a trouvé qu'il était assez sous-estimé, puisque soit on nous répond c'est plutôt un problème dans le sud, ce qui n'est pas le cas, et on se rend compte que les gens, ils n'ont pas envie de vivre toute la journée avec une moustiquaire. Donc nous, on appelle des neveux qu'il y ait plus de solutions qui permettent pendant la journée de pouvoir ne pas avoir une moustiquaire et pas être en prison, et pendant la nuit, pouvoir ouvrir sereinement ses fenêtres. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on n'a pas forcément tout vu, j'insiste, on n'a pas la prétention d'avoir vu toutes les innovations du monde. Mais en tout cas, voilà, on pense que peut-être le sujet est un peu un angle mort qui a été sous-estimé parce que ce sujet-là nous incite à mal ventiler la nuit, et si on ventile mal la nuit, tôt ou tard, on a envie de climatiser. Exactement. Donc en fait, protection des moustiques égale évitement de la climatisation. Ensuite, par rapport au brasseur d'air, quand on n'a pas eu non plus de solution innovante de brasseur d'air, en fait, le sujet, c'est que ce n'est pas une solution qui est massifiée. Pourtant, elle permet d'avoir un gain sur le confort ressenti jusqu'à 4 degrés dans les espaces équipés, qui est une solution qui est assez peu chère, avec 200 € en ordre de grandeur pour un brasseur d'air fourni posé. Et donc, on a vu, nous, dans les règles de nos villes à 50 degrés, que c'était quelque chose qui n'était pas encore massifié, qu'il y a peu de logements ou de salles de classe qui sont équipés pour l'instant de brasseurs d'air. Bien sûr, il faut penser au calpinage, comment on les installe, les mesures conservatoires à mettre en place. Donc, et pourtant, ce qu'on a vu aussi, c'est que ces solutions, elles sont généralisées en Outre-mer, il y a une réglementation aussi, et qu'elles sont pourtant quasi absentes en France métropolitaine. Donc, on aurait aimé aussi voir plus de solutions de brasseurs d'air pour pouvoir les porter et pouvoir voir cette solution se massifier. Ensuite, par rapport à la deuxième catégorie type d'innovation, donc les solutions fondées sur la nature, où là, on a eu des solutions de végétalisation de parcelles, de toitures, de gestion de l'eau et aussi de faune, un petit peu spécifique, vous verrez, mais c'est un peu du spécifique, ça sort un peu des autres solutions. Pour vous parler un peu de la végétalisation de toiture, donc on a eu des types d'innovation avec une rétention de végétalisation de toiture avec une rétention d'eau optimisée. En fait, là, le problème résolu, c'était de pouvoir végétaliser les toitures tout en garantissant une performance thermique, une sobriété en eau, une compatibilité technique avec les toitures. Donc, les avantages de ces solutions, c'est le système de rétention d'eau qui est intégré, qui est intelligent, qui permet d'optimiser l'utilisation de l'eau pour alimenter les plantes en période de sécheresse. Il y a aussi une compatibilité en rénovation et aussi la possibilité d'ajouter des systèmes photovoltaïques pour en améliorer le rendement. Les points de vigilance, c'est qu'en climat chaud et sec, donc déjà dans le sud-est de la France, on peut avoir des besoins d'apport en eau pour les jeunes plantations. Donc, quand on vient d'installer sa toiture végétalisée, il faut rajouter un apport en eau pour éviter que les plantes ne meurent de façon trop précoce. Et il y a un entretien qui est indispensable pour maintenir cette toiture végétalisée et ses performances, son utilité. Ensuite, dans la deuxième sous-catégorie de solutions fondées sur la nature, par rapport à la gestion de l'eau, on a eu beaucoup de solutions d'infiltration d'eau dans les parcelles végétalisées, où là, ce qu'on peut voir en ville quand on marche, c'est que les sols urbains sont imperméables et ne redirigent pas forcément l'eau vers la végétalisation proche. Donc, on a vu là beaucoup plus cette semaine, et ce qu'on peut voir, nous on le voit déjà dans notre en bas du bureau, c'est que l'eau s'écoule pour aller directement dans le caniveau sans alimenter la végétalisation. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut rendre en autonome en eau des espaces végétalisés dans les espaces urbains. On peut avoir un rafraîchissement local aussi avec la végétalisation qui va pousser, qui va grandir et qui va permettre d'apporter de l'ombre
et en évapotranspirant de rafraîchir localement. Et on a aussi une récupération et une utilisation de cette eau qui est dite perdue. Les points de vigilance à voir, c'est quand même qu'il y a une maintenance annuelle à minima à prévoir, notamment au niveau des filtres, et il faut suffisamment d'espace pour pouvoir les installer. Et enfin, un peu spécifique, mais on n'est pas les seuls à devoir s'adapter aux vagues de chaleur en ville. Donc ici, c'est l'intégration de nichoirs dans les isolants extérieurs, parce que il faut aussi protéger la faune urbaine des vagues de chaleur. Et ce qu'on voit, c'est que dans les bâtiments neufs et rénovés, ils deviennent de plus en plus hermétiques à la faune. On n'a plus de petits nichoirs directement intégrés sous les toitures pour que les oiseaux puissent faire leur nid, par exemple. Et du coup, là, l'avantage, c'est de restaurer des habitats pour les oiseaux et les chauves-souris directement dans l'enveloppe du bâtiment. Ça peut amener aussi une régulation, alors ça ne va pas régler 100% du problème des moustiques, mais on peut avoir une régulation naturelle des moustiques et donc éviter de mettre de la climatisation parce qu'on n'aura plus de moustiques. Et ça reste une solution qui est discrète. Cependant, les points de vigilance, bien sûr, c'est d'avoir une coordination à prévoir entre une maîtrise d'œuvre et un écologue, et que c'est une solution qui est surtout adaptée pour le neuf. Quelques petites questions, je peux te les poser maintenant? Oui. Il y en a qui ne sont pas faciles, donc je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Donc, il y a des questions posées sur les gains qu'on peut attendre de ce genre de solution. Peut-être qu'on y répondra tout à l'heure d'ailleurs, mais voilà, est-ce qu'on est capable de répondre à cette question? Il y a une autre question qui est un peu liée, qui est aussi comment toutes les solutions que tu nous as racontées vont évoluer avec le changement climatique, parce qu'on s'inquiète de l'eau, on s'inquiète des extrêmes de température. Donc voilà, je fais synthèse un peu, il y a beaucoup de questions. Par rapport à l'adaptation, donc dans le programme, dans le collectif, on a des écologues avec qui j'ai beaucoup échangé. Merci à eux parce que c'est grâce à eux que je vais pouvoir répondre un peu à cette question. Toi, ils t'écoutent avec intérêt. J'espère que je ne me ferai pas fâcher après. Mais en fait, par rapport à l'adaptation, en fait, il y a aussi, quand on a des toitures qui sont végétalisées ou de la végétalisation de parcelles, on cherche à mettre des palettes végétales dites locales, donc qui sont déjà adaptées à un climat local, climat actuel. Sauf que comme dans la question c'est dit, on va changer de climat, on va tendre vers un climat plus sec et plus chaud en été. Donc en fait, il faut adapter aussi sa palette végétale et faire un mix entre des palettes végétales locales et des palettes végétales adaptées. C'est encore en questionnement, c'est un gros débat au niveau des écologues, des paysagistes, où il n'y a pas de réponse toute faite. Juste qu'il faut penser, il faut bien étudier les types de palettes végétales qu'on va mettre et les impacts que ça va avoir. Parce que des palettes, enfin des végétalistes, enfin des végétaux qui sont adaptés à des climats plus chauds vont pas avoir forcément la même capacité d'évapotranspiration que des espèces végétales locales. Okay. Donc déjà, il y a ce sujet. Je comprends qu'il faut travailler avec des professionnels. Exactement, c'est exactement ça. Quand on végétalise, il faut absolument passer par des écologues ou des paysagistes pour bien réfléchir à l'implémentation de ces végétaux, quel type de végétaux on met, les continuités écologiques aussi pour la faune. Donc on ne peut pas faire ça tout seul. Sur les gains de température, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, on aura des exemples un peu concrets. Ouais. Il y a un angle mort qui remonte sur est-ce qu'il n'y a pas un sujet incendie, propagation d'incendie? Est-ce que c'est un sujet qui a été mis sur le tapis? Bien sûr. Sachant que j'ai croisé un pompier récemment qui m'en a parlé avec beaucoup de passion. Donc si on a des sujets sur la sécurité incendie, dans chaque innovation, on a dans les cadres réglementaires les justifications environnementales ou justifications réglementaires. On demande de savoir si aussi il y a le risque incendie, comment s'en protéger. Donc ça, c'est tout indiqué aussi dans les cahiers d'inspiration, dans le détail de chaque solution. Donc pour les solutions que ça touche, notamment en végétalisation de toiture, comment on s'en protège et quelle est la réglementation là-dessus. Écoute, tu t'en sors pas mal, hein. Je ne vois pas d'écologues incendiés. Peut-être qu'ils attendent la fin du webinaire. Il y a d'autres questions, pardonnez-nous. Il faut quand même qu'on avance. Oui. On essaiera de reprendre les questions à l'issue, mais c'est déjà pas mal, merci beaucoup. Donc là, ici, vous avez aussi la liste des structures qui répondent à chaque catégorie. Il faudra que j'aille assez vite pour tenir le timing. Par rapport aux solutions fondées sur la nature qui étaient un peu moins représentées, c'était sur la renaturation urbaine à plus grande échelle, où là, ce qu'on a pu relever en cherchant, en sourçant un peu des informations, c'est qu'un habitant sur deux n'a pas accès à un espace vert public à moins de 5 minutes de marche. Donc pour les personnes un peu plus fragiles, qui ne peuvent pas forcément se déplacer très loin, c'est un sujet. Et on voit aussi que les forêts publiques ne représentent que 7% des zones urbaines. Donc on aurait bien aimé avoir plus d'innovation pour la renaturation urbaine, pour multiplier rapidement le nombre d'espaces végétalisés et ombragés en ville. Et enfin, les solutions, usages et outils, donc là qui touchent beaucoup plus à la sensibilisation, aux personnes, à la cartographie des impacts des vagues de chaleur, au label, au diagnostic, à l'aide à la décision aussi. On avait par exemple en solution de sensibilisation
un accompagnement à la végétalisation et la montée en compétences, où là, le problème, c'était les gens ne s'appropriaient pas assez les espaces végétalisés et ne les entretenaient pas, notamment dans les entreprises, dans le tertiaire. Et du coup, là, la solution, c'est qu'il y a une approche complète de diagnostic, de co-conception des espaces végétalisés, de formation et de suivi. C'est une méthode qui est réplicable sur les autres sites. Et ça permet aussi de ramener la nature dans le quotidien, parce qu'en fait, dans les solutions d'adaptation et l'entretien et la compréhension des sujets d'adaptation liés à la végétalisation, c'est qu'en fait, on s'est éloigné de la nature. Donc là, l'idée, c'est aussi de ramener la nature dans le quotidien. Donc bien sûr, les points de vigilance, c'est qu'il faut avoir des personnes engagées et que les équipes aient du temps pour maintenir l'entretien de ces espaces. En deuxième type de solution, dans les diagnostics et aides à la prise de décision, on a pu aussi avoir récupéré une méthode d'évaluation multirisque pour donner une lecture cohérente, multirisque et opérationnelle de la vulnérabilité d'un patrimoine. Donc, par exemple, faire le lien entre les solutions d'adaptation aux vagues de chaleur et les liens avec les autres risques. Donc là, les avantages, c'est que ça prend en compte tous les risques climatiques et les solutions associées inter-risques. À la fin, on a un classement du patrimoine en fonction de la vulnérabilité, pour savoir lequel est le plus vulnérable à quel risque, et ça aide à construire une stratégie d'adaptation cohérente. Là, les points de vigilance, c'est qu'il y a une collecte de données qui peut être lourde et une animation interservice à mettre en place. Et enfin, une solution aussi qu'on a relevée qui m'a beaucoup plu personnellement, c'est l'identification des zones urbaines vulnérables où en fait il y a un croisement entre les données climatiques, les îlots de chaleur urbains, et les données sociales avec l'âge et la précarité des occupants, donc en croisant les données d'îlots de chaleur urbains et les données INSEE. Donc là, ça nous permet d'identifier des quartiers plus sensibles, d'identifier aussi une identification des environnements frais et des lieux de ressources à proximité pour se protéger, ou si on se sent mal, les hôpitaux, les mairies, les parcs, les piscines, les cliniques. Donc là, les points de vigilance, c'est que bien sûr, ça dépend de la qualité des données sociales récupérées en fonction des villes, mais aussi que la mise à jour des données ne se fait pas automatiquement, donc ça dépend aussi de la publication des données, par exemple de l'INSEE. Et ici, je vous redonne le panorama des solutions, des structures qui ont répondu à chaque catégorie de solutions. Je suis un petit peu en retard, du coup, on va peut-être prendre. C'est un peu de ma faute. Il y avait quelques questions, mais je propose qu'on poursuive parce que il y a quelqu'un qui a signé que tu avais fait des fautes d'orthographe maintenant. Oui, je sais, je l'ai vu aussi. J'ai vu. Et sinon, il y a des petites questions intéressantes, mais je propose qu'on avance parce qu'on a des témoins qui sont oui. là. Donc ici, juste rapidement sur les solutions qu'on n'avait pas vues, qui étaient un peu moins représentées, c'était la sensibilisation de masse, donc pas juste la sensibilisation à l'échelle d'une entreprise, mais comment on peut sensibiliser beaucoup de personnes d'un coup, parce que 30%, pour prendre l'exemple francilien, 30% des franciliens résident dans des îlots considérés comme fortement vulnérables à la chaleur. Et ensuite, pour les micro-cartographies d'îlots chaleur urbains, l'idée c'est d'avoir la vision à l'échelle d'une cour ou d'une rue, notamment pour aider à prioriser les actions, mais aussi pouvoir produire des parcours fraîcheurs, c'est-à-dire pour aller d'un point A à point B à l'ombre en se protégeant de la chaleur, notamment pour les personnes vulnérables. Et je vais arrêter ici parce on a 2 minutes de retard et je vais laisser la main aux coups de cœur, donc, qui ont été élus par le jury du cahier d'inspiration et qui vont prendre la parole aujourd'hui pour vous présenter leurs solutions, ce qu'ils ont fait. Je vais laisser la parole. Donc, on a une trentaine de solutions et les coups de cœur, c'est des solutions qui sont un petit peu remontées où on a certains maîtres d'ouvrage qui nous ont dit moi, cette solution-là, j'ai envie d'accélérer. Exactement. Et donc, on va mettre en visibilité, mais ayant en tête qu'il y a 35 solutions et aujourd'hui, on a 3 pitchers et on commence avec Émeric qui est avec nous d'Albedia. Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait, Émeric. Super. Écoutez, je vais prendre la main sur la présentation. Donc, bonjour, moi je m'appelle Émeric Bemer et je vais vous présenter aujourd'hui pendant cette séance et pendant 10 minutes le projet Albedia. Donc, le projet Albedia, c'est un logiciel d'aide à la conception qui se rapproche en fait d'un outil qui permet d'étudier le rapport du bâtiment avec son climat et faire des études environnementales. Donc, le problème auquel on essaye de répondre, c'est que l'essentiel de l'approche environnementale et du confort d'été se décide au début, vraiment en début de phase de conception. Et en fait, c'est une phase où on n'a pas beaucoup d'argent pour travailler. On a des appels d'offres avec des agences d'architecture et d'ingénierie qui vont répondre à ces sujets-là, mais sur un temps très court pour valoriser aussi un projet. Donc, l'idée, c'était de prendre le problème en se disant, OK, est-ce qu'au lieu de faire appel à une expertise environnementale poussée sur ces débuts de phase de conception, on ne pourrait pas créer un outil qui permette au moins de passer de 0 à 1, c'est-à-dire de répondre à la majorité des questions qu'on peut se poser sur l'approche environnementale et climatique liée à des bâtiments qui soient existants ou neufs.
Donc, c'est pour ça qu'on a développé Albedia. Albedia, ça vient de albedo, qui est la réflexion de la lumière sur un matériau, et ça vient de albidaya, qui veut dire le commencement. Donc, en fait, on a mixé les deux pour créer le projet Albedia. Est-ce que tu peux passer à la prochaine session? Merci, Mathéo. Donc, le paradigme sur lequel Albedia essaye de se poser, c'est de dire que pour mieux construire ou pour mieux rénover, c'est avant tout concevoir avec la bonne méthode et les bons outils dès le départ. Parce qu'on le répète, l'essentiel se décide au début. Donc, selon moi j'ai travaillé chez Franck Boutet et chez Patriarche. Quand on essaye de concevoir un bâtiment de manière responsable, on va passer par 3 grandes étapes. La première étape, c'est de faire l'étude de site, comprendre l'environnement dans quel projet s'intègre. La deuxième étape, ça va être l'étude urbaine, c'est-à-dire simuler le bâtiment dans son environnement urbain pour voir le rapport du bâtiment avec son climat, donc faire des études bioclimatiques. Et la troisième étape, ça va être de lancer une STD localisée, c'est-à-dire que je vais lancer une STD à l'échelle de 1 pièce pour voir l'impact des choix de conception de l'enveloppe sur les températures et les consommations. Ça me permet de tester différentes variantes de solutions techniques. On a parlé d'isolation, on a parlé de protection solaire, on a parlé de ventilation naturelle. Toutes ces choses-là peuvent se traduire à travers un outil d'orientation technique qui est la STD. Donc, à partir du moment où je fais l'étude de site, l'étude urbaine et l'étude STD d'une pièce, je conçois mieux que si je ne le fais pas. Et ça, c'est notre paradigme. Donc, maintenant qu'on a identifié un processus de conception idéal à appliquer en début de phase de conception, donc une méthode gagnante qui peut être faite, en fait, on l'a du coup développé à travers un outil chez Albedia. Donc, en gros, vous rentrez l'adresse de votre projet, que ce soit la rénovation ou du neuf, et nous, on va identifier là où est votre projet et on va centraliser l'entièreté de toutes les bases gouvernementales, cartographiques, climatiques. Donc, en gros, vous allez avoir accès à toutes les données SIG centralisées et vous pouvez les importer en format vectoriel. On a fait quelque chose d'assez joli, donc on retrouve les données bâtimentaires, l'année de construction des bâtiments, à quelle énergie ils sont alimentés, la vitesse des rues, etc. Donc, là, tu vas un peu trop vite. Donc, voilà. Ensuite, on va avoir aussi tout ce qui est transport en commun, vitesse des rues, réseau de chaleur urbain. Mathéo, tu peux passer, s'il te plaît. Ensuite, on va avoir tout un volet sur cette étude de site qui va être sur l'identification du potentiel et des contraintes du site. Donc, on a centralisé tous les PLU avec tous les documents du PLU. On va retrouver aussi tout ce qui est risque, calé sur la base géorisque, les bâtiments, les monuments historiques qui sont aux abords du projet, l'entièreté de toute l'évolution aussi économique du projet, les réseaux de chaleur, l'ANABF, etc. Et on va avoir également dans cette partie étude de site des outils d'alternatives écologiques. Donc en fait, on a un module très simple qui permet de connaître la production photovoltaïque sur la toiture, de connaître en dessinant sur la vue satellite à même le sol, on peut du coup définir des zones et des revêtements, donc ça nous donne l'imperméabilisation, le taux de biodiversité, ainsi que la récupération d'eau pluviale. C'est ce que vous voyez. En fait, vous sélectionnez la toiture, je récupère la surface, vous dimensionnez la cuve et je vous donne le volume d'eau en dynamique dans la cuve avec l'autonomie, le volume d'eau économisé et les économies à l'année. Donc voilà, ça c'est l'étude de site, avec 50% data, 50% outils. La deuxième étape, c'est l'étude urbaine. Donc nous, on va auto-générer la 3D urbaine. On va récupérer le jumeau numérique et on a créé des algorithmes pour lancer des études d'exposition solaire en fonction de l'été, l'hiver, le printemps, la vue du ciel, le vis-à-vis, directement sur l'enveloppe pour voir le rapport du bâtiment avec son climat et identifier des zones de surexposition. Il n'y a qu'un bouton sur lequel cliquer pour avoir accès à toutes ces données-là. Ça marche sur le neuf et sur l'existant. Est-ce que tu peux passer à l'autre slide, s'il te plaît? Donc, on a créé et breveté un outil qui s'appelle le stéthoscope solaire. En fait, c'est un point. Ce point, il est au péricentre d'un héliodon qui est en 3D sur une scène. C'est l'image que vous voyez à gauche. Et ça permet en fait de déposer comme un stéthoscope. Vous pouvez le déposer sur la façade, comme ça. Et en fait, ça va vous donner de l'exposition solaire à la minute près toute l'année sur ce point. Donc, ça vous permet d'identifier l'inconfort. Ça vous permet de lancer des études bioclimatiques et ça vous permet de dimensionner des protections solaires. Donc, de faire le diagnostic bioclimatique en quelques clics sur une application qui est faite pour. Ensuite, non, tu vas trop vite. Ensuite, on va avoir des composants paramétriques parce que vu qu'on est sur une visionneuse de jeux vidéo, en fait, on a travaillé avec des graphistes en jeux vidéo pour
pouvoir glisser directement sur la scène des arbres qui perdent leur feuillage, des protections solaires. On va pouvoir dimensionner le nombre de lames, la taille des lames, des balcons, et voir du coup l'impact de mes choix de conception d'enveloppe sur l'usage. Parce que c'est bien de savoir qu'il faut mettre des casquettes façade sud, mais il faut savoir les dimensionner. Donc si j'attends 3 semaines que mon bureau d'études me réponde, en fait j'ai perdu 3 semaines. Là, je peux du coup commencer à tester différentes variantes. Tu peux passer à l'autre slide. Donc maintenant qu'on a vu l'étude urbaine, on va passer à l'étude STD. On a breveté également cette solution. L'idée, c'est de pouvoir cliquer sur la façade. Quand vous cliquez sur la façade, moi, je crée un volume à l'intérieur de ce bâtiment simplifié qui a été auto-généré. Donc en fait, vous cliquez sur la façade, ça crée un volume. Vous dimensionnez une pièce, hauteur, largeur, profondeur. Vous mettez la taille de votre vitrage. La taille de la composition des murs, tu peux passer s'il te plaît. Donc vous modifiez les paramètres à l'échelle de cette pièce. Donc la composition. Ah, tu vas trop vite. Juste avant. Ah, il y en a pas. Ok, donc on met la composition des murs, le vitrage, on dimensionne le vitrage. On peut dire si le vitrage, c'est du vitrage double vitrage, triple vitrage, vous mettez les paramètres que vous voulez. On a rajouté évidemment les stores. Donc on a des stores toiles, des stores à lame, des stores orientables que vous mettez à l'intérieur, à l'extérieur. Vous dites si vous ouvrez la fenêtre pour la ventilation naturelle, vous donnez les systèmes et l'usage. Et en fait, on lance un concept qu'on a créé qui est la micro-STD. À l'échelle d'une pièce, par un clic interactif sur la façade, ça permet en fait de voir les températures, les consommations, et donc de voir l'impact des choix de conception de l'enveloppe sur l'usage pour faire l'étude technico-économique. Ça vous permet de dire c'est quoi l'effort économique / le gain énergétique ou le gain sur le confort. Donc, ce que je viens de vous présenter, c'est la première fonctionnalité d'étude du confort d'été qui vient d'être créée. Maintenant, tu peux passer à l'autre slide. Donc, en fait, Albedia, c'est un outil pluridisciplinaire. Il s'adresse aux décideurs en début de phase de conception amont. Ça permet aux promoteurs ou aux bailleurs de mieux étudier leur terrain ou de mieux étudier leur bâtiment. Ça permet à l'architecte en rouge de mieux penser son bâtiment. Et ça permet à l'ingénieur en bleu de mieux conseiller. Donc, du coup, à travers Albedia, on regroupe en fait les principaux décideurs de l'aide de construire et du confort d'été autour des questions du climat 2050, des protections solaires, de la végétation, des brasseurs d'air, parce qu'on intègre ce module-là aussi, de l'isolation, de la consommation. Maintenant, tu peux passer à la dernière slide. Voilà. Donc en fait, nous, on s'adresse vraiment sur des phases où on n'a pas d'argent pour bosser, et pourtant, c'est là où toutes les questions se décident. Sur les phases amont, avant l'appel d'offres. Donc, par exemple, vous avez un architecte ou un promoteur ou un bureau d'études qui vont candidater à un appel d'offres. En fait, il y a un appel d'offres, il y en a 30 équipes qui candidatent, il n'y en a qu'un qui gagne, il y en a 29 qui perdent. Donc, il y en a 29 qui ont perdu, du coup, qui ont cramé du cash, quoi. Donc, l'idée, c'est comment j'arrive à compresser le temps que je passe sur ces sujets-là pour augmenter la qualité et le nombre de sujets pour garantir techniquement que mon projet, c'est le meilleur parce qu'il a été bien pensé. Et je pense que c'est ça qui peut débloquer les choses. Donc, il y a 3 questions qui reviennent. La première question, c'est pourquoi il faut faire quelque chose? Écoutez, parce que en fait, que ce soit la maîtrise d'ouvrage n'est pas technique, mais celle qui est quand même à la gestion des risques et qui va exploiter le bâtiment. Donc, pourquoi il faut faire quelque chose? Parce qu'on est tous conscients qu'il faut agir et qu'on est des décideurs autour de la table. Pourquoi maintenant? Parce que ça crée des problèmes dans le futur et on en est conscient aujourd'hui. Et pourquoi on peut utiliser Albedia pour répondre à ces sujets-là? Parce que ça permet du coup de répondre à 90 questions qu'on peut se poser sur cette thématique-là, de voir l'impact des choix de conception sur l'usage. Donc, autour de cette table, du coup, il faut juste savoir que chaque acteur, chaque décideur a un impact et un rôle à jouer justement dans cette notion du confort d'été. Parce que l'économie est l'affaire de tous. Donc voilà, je vous présente Albedia, logiciel d'aide à la conception spécialisé sur le confort d'été. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Émeric, pour cette présentation. C'était très clair. Émeric, ta récompense pour avoir tenu le temps, c'est qu'il y a quelques questions. Alors, première question, quelqu'un demande les horizons temporels climatiques que tu as intégrés dans ta solution. Est-ce qu'on peut choisir? Est-ce qu'il y a c'est quoi les horizons temporels climatiques? Alors nous, on autogénère le fichier EPW de la station météo la plus proche avec la dernière station météo à date, c'est-à-dire le climat actuel 2023 qui est le dernier à date. Mais on s'est basé sur les travaux d'un laboratoire de recherche portugais qui a créé un moteur de génération de fichiers météo futurs en fonction des scénarios du GIEC. Donc en fait, vous pouvez importer votre fichier EPW. Si vous avez votre propre modèle météo normes, track, etc. Vous pouvez les glisser dans Albedia, il n'y a aucun souci. Mais nous, il faut savoir qu'on a aussi un générateur des fichiers météo futurs où vous dites je veux le scénario 1, 2, 3 ou 4 du GIEC. Et après, vous dites pour 2050 ou 2080 et on vous le génère. Voilà. D'accord. Et si les gens ont leur propre fichier météo, puisque tu l'as dit rapidement, mais effectivement, maintenant,
il y a des fichiers disponibles sur Internet de la TRAC. Il peut y avoir une digestion de fichiers météo. Tout à fait. Moi, je viens profondément du métier. Ça fait 10 ans que je suis ingénieur architecte dans ce domaine-là. Donc, en fait, je sais que le produit doit être fondamentalement interopérable. Donc, on doit avoir des outils d'import et d'export. Et du coup, on a essayé de faire un produit qui s'adapte au mieux au métier, quoi. Super. Il y a un certain François Pellegrin, illustre inconnu que je salue au passage, qui témoigne de la grande qualité et la grande agilité d'Albedia. Merci François d'être avec nous aujourd'hui pour ce petit mot sympa. Ensuite, il y a une question sur l'accès. Est-ce qu'il y a un format libre d'accès d'une certaine façon, notamment pour les protections solaires extérieures là, qu'on a l'air d'avoir séduit du monde? Voilà la question. Alors, nous, on développe un logiciel métier, donc il n'y a pas d'accès libre. On essaye de discuter avec des acteurs qualifiés et d'avoir une offre sur mesure. Donc, généralement, l'ordre d'idée, c'est qu'on est à 300 € par projet étudié. Donc, on équipe des entreprises. Le nombre d'utilisateurs est illimité parce qu'on veut que tout le monde puisse mettre la main dedans et l'exploiter sur toutes les phases et en générer le plus de valeur possible en fonction des phases et des différentes thématiques qu'on vient d'aborder. Donc, nous, on paye 300 € pour étudier une adresse. Et après, on a un périmètre de 2 km de diamètre autour de cette adresse-là où on peut faire ce qu'on veut dessus. Donc, on trouve que le modèle économique-là est assez intelligent. D'accord. À ce moment-là, on va s'arrêter là. On fera en sorte qu'il y ait tes coordonnées. Comme ça, si certains veulent en savoir plus, ils pourront te contacter directement. N'hésitez pas. L'innovation n'attend pas. Au revoir. Merci beaucoup, Émeric. À bientôt. Au revoir, Émeric. On va passer au deuxième coup de cœur, qui est Demeter. Donc, je vous invite, Hélène, Paul Ariel, à allumer vos caméras, à allumer vos micros pour parler de votre solution. C'est bon? Oui, Hélène, votre micro est coupé pour l'instant. Et c'est tout bon. Merci à vous deux d'être présents. Je vous laisse la main pour vous présenter Demeter. Bonjour, je suis Paul-Ariel Königsberg, conseiller scientifique de Demeter. Et tout d'abord, merci à tous. C'est un immense honneur d'être retenu dans le programme Nos villes à 50 degrés. C'est une très belle reconnaissance par l'ensemble de l'écosystème et c'est un formidable accélérateur pour passer à l'échelle. Alors, Demeter, c'est une entreprise à mission de végétalisation urbaine basée à Toulouse qui aide les acteurs de la ville à végétaliser leur toiture. Chez Demeter, on vous aide à le faire sans surcharge structurelle, sans chantier complexe, avec un accompagnement clé en main de l'audit à la livraison. Et notre solution est pensée pour tous ceux qui construisent, gèrent et font évoluer le bâti urbain. Pour les foncières et bailleurs sociaux, ce sont des actifs mieux valorisés, conformes aux réglementations et plus attractifs. Pour les industriels et les entreprises, des toitures au service de la performance énergétique et de la RSE. Pour les collectivités et les mairies, des villes plus fraîches, plus perméables et plus vivantes. Et pour les architectes et prescripteurs, une solution technique complète avec un interlocuteur unique. Diapo suivante. Alors voici notre substrat qui est au cœur de la solution. Il est issu de l'économie circulaire du bois. Il est très stable dans le temps et surtout, il est ultra léger. 40 kg par mètre cube, c'est 20 fois plus léger qu'un substrat classique. Et cela rend possible la végétalisation de toitures en rénovation sans reprise de charge. Il est 98% organique et 100% français. Vous voyez ici un technosol multicouche, une fine couche de terre qui ressemble à un sol forestier, une première couche de substrat, une couche d'irrigation, une deuxième couche de substrat, un drainage et une couche de protection de l'étanchéité. Le substrat est ensemencé avec des champignons mycorhiziens qui vivent en symbiose avec les plantes, les aident à puiser l'eau et les nutriments et renforcent la structure du technosol. Et surtout, la pose reste simple et rapide. Exemple pratique, diapo suivante. Ici, vous voyez une terrasse de 100 mètres carrés installée au siège de L'Oréal. À gauche, le substrat est prêt à planter. Alors, on plante à la main, au plantoir, sans engin lourd. On recouvre ensuite d'une fine couche de terre et de compost. On saupoudre un peu de biochar. On peut ajouter des arbustes en caisson. Et c'est parti. On peut planter à toutes les inclinaisons. Ici, vous voyez, on est sur Métal 57 chez BNP Paribas Immobilier, qui est un immeuble iconique de Dominique Perrault. Et sur ce toit terrasse expérimental, nous avons installé un potager vertical en gabion. Ce sont des cages métalliques légères qui s'adaptent sur un immeuble existant, sans reprise de charge ni travaux lourds.
La couche de terre ici est emprisonnée entre deux épaisseurs de substrat. Nous y avons planté 240 plants de maraîchage urbain adaptés au microclimat, des aromatiques, des plantes fleuries comestibles, des petits fruits et tout se mange. Avec une empreinte au sol d'1 mètre carré pour 3 mètres carrés plantés, on vise un rendement de 25 à 30 kg par an. Diapo suivante. Les impacts sont multiples et ils sont tous positifs. Alors, sur le plan thermique, on va le voir, on obtient une température en sous-couche stable autour de 20 degrés, même en période de pic de chaleur. Sur le plan hydrique, on retient 36 litres d'eau par mètre carré pour 20 cm d'épaisseur. Alors, concrètement, une terrasse de 100 mètres carrés peut stocker jusqu'à 3600 litres d'eau, soit l'équivalent d'un orage intense d'1 heure à Paris. C'est un vrai levier de résilience urbaine. Pour la biodiversité, on crée une fine couche d'humus de type forestier avec un sol mycorhizé et des espèces végétales régionales. Le bilan carbone, quant à lui, est très favorable parce que le substrat provient de déchets de scierie, le biochar et le compost végétaux urbains. Et au niveau de l'immeuble, prolonger la durée de vie de l'étanchéité et vous valorisez ainsi l'actif immobilier. Alors, l'impact thermique est spectaculaire. Ici, nous sommes en Nouvelle-Aquitaine, à mi-avril l'an dernier, en pleine vague de chaleur. Les températures de l'air oscillent entre 6 degrés la nuit et 38 degrés le jour. Et vous voyez que la température en sous-couche reste constante, autour de 20 degrés. Et donc, le substrat n'est pas un simple isolant, c'est un double tampon. Il absorbe la chaleur le jour et protège du froid la nuit. Et c'est l'inertie thermique du substrat humide qui amortit les variations de température. L'énergie absorbée par l'eau est dissipée lentement par évaporation et évaporation par le couvert végétal. Merci l'eau. Alors, sur la recherche et l'innovation, notre enjeu n'est pas d'ajouter de la complexité. La végétalisation doit être une infrastructure urbaine pilotable. Notre feuille de route tient en 6 briques: les matériaux, l'eau, les capteurs et les données, l'intégration aux jumeaux numériques du bâtiment, les compétences et le modèle de déploiement, pour que la performance thermique et hydrique annoncée soit mesurée, fiabilisée et réplicable. Voilà. Même un jingle. 5 minutes pile. Eh ben, c'est super, merci beaucoup Paul Ariel, c'était très intéressant. Et du coup, comme vous avez parfaitement tout le timing, et en plus, vous avez un bonus jingle, je vais pouvoir vous relayer quelques questions. Alors d'abord, je note qu'on est bien en France, puisqu'il y a une double question sur l'avis technique et la FDES. Donc voilà, la question, y a-t-il un avis technique? Et pour la partie analyse de cycle de vie, comment est-ce qu'on prend en compte l'impact carbone? Est-ce qu'il y a une FDES? Voilà les deux premières questions qui sont remontées. Je laisse répondre. On est sous ATEX, en fait. Voilà. D'accord. On est sous la technique expérimentale. Est-ce qu'il y a une FDES qui serait prévue pour le substrat? Là, je pense que c'est plus pour la partie analyse de cycle de vie. Il y a la question qui est posée sur la partie impact carbone. Oui, pareil. En cours, en fait, le substrat lui-même est déjà caractérisé, mais comme on a composé un système complet, on mène l'étude pour le système complet. Yes, et c'est pas étonnant, vu qu'on est sur une innovation. Si vous aviez un avis technique et une FDES, j'aurais été bluffé. Donc c'est normal quand on a des innovations. Alors après, il y a des questions sur le poids. Vous avez parlé de 40 kg par mètre carré, on imagine que c'est à sec. Il y a des questions posées sur qu'est-ce qui se passe. C'est à sec en 20 cm. Et du coup, quel est le poids quand on absorbe la quantité d'eau maximum? Une question qui est posée. Alors, pardon, 40 kg, c'était au mètre cube, en fait. Et la CME, donc il y a tout un protocole pour calculer la CME que l'on a trouvé est à 46 kg par mètre carré en 20 cm. Dont 10 kg de poids sec de substrat. Ah, donc d'accord, donc ce n'est pas par mètre carré, alors d'accord. Non, pardon, les 40 kg, c'est par mètre cube. Ok, très bien. 20 cm, on a 10 kg de substrat sec, plus 32 kg d'eau. Ouais, 36. Et du coup, forcément, la question qui est posée, c'est la compatibilité avec la rénovation, parce que forcément, ça fait des descentes de charges qui ne sont pas négligeables. C'est un sujet qui revient sans cesse quand on fait ce genre de... Tout à fait.
C'est tout à fait l'objet. L'idée, c'est de pouvoir adresser la rénovation, donc en fonction sans renforcement de structure, et c'est en fonction des bâtiments. Certains bâtiments le supportent, mais la majorité sont compatibles. D'accord. Bon, après, ça s'étudie évidemment. Allez, peut-être Oui, tout à fait, c'est au cas par cas. Alors, deux dernières questions, puis après, il va falloir qu'on enchaîne parce que Mathéo, il me fait des grimaces. Donc, je vous donne les deux. La première, c'est les relevés de température. Quelqu'un a noté 20 degrés et s'est demandé 20 degrés où? Est-ce que c'est à l'intérieur du logement en dessous ou de la salle en dessous? Non, c'est en dessous c'est à la sous-couche. C'est au-dessous. Il y a un capteur sous la. D'accord. Ok. Et ensuite, la question de l'arrosage. Après, on s'arrêtera là parce que le temps va nous manquer. Il y a des recommandations spécifiques sur l'arrosage. L'arrosage est nécessaire au moment de la plantation pour que les plantes puissent prendre racine. Il est conseillé, évidemment. Après, ça va dépendre des toitures, si c'est une toiture paysagère ou si c'est une toiture plus naturelle, type prairie fleurie. On a une réalisation sur Toulouse à la Banque populaire Occitane où il n'y a pas d'arrosage. Les plantes ont pris et sont vives. Alors, la toiture n'est pas verte toute l'année, surtout à Toulouse. En fin d'été, elle est plutôt assez sèche, mais en fait, ça tient. Voilà. Très bien. De toute façon, ça a été dit par Mathéo tout à l'heure. Quand on se lance dans des projets de végétalisation, il faut bien s'entourer. On a parlé d'écologues, de paysagistes. Exactement. Exactement. Il y a encore beaucoup de recherche et d'amélioration dans tous ces domaines. Ouais, dans un climat qui change, etc., ça vaut quand même le coup de réfléchir un peu et de s'entourer si on le peut. Et dans la recherche, vous voyez qu'il y a dans capteurs et données, on a un projet d'instrumentation poussée de la toiture pour pouvoir prévoir quand il faut arroser ou pas. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à vous deux. Comme pour Albédia, donc, on partagera vos slides. Et vos coordonnées. Si vous le souhaitez, on fera une mise en contact. Et Mathéo, je te redonne la main. Merci Christophe. Merci à tous les deux. On va enfin passer au dernier coup de cœur. Donc, je vais appeler Anna Blouet et Cécile Boulbet à se connecter et à allumer leur caméra et micro pour présenter leur solution. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vous laisse la main pour présenter votre solution. Merci. Alors bonjour à tous. Moi je suis Cécile Gruber, donc je suis directrice du pôle transition à l'Agence parisienne du climat, et puis Anna Blouet. Voilà, Anna Blouet, donc je suis chef de projet adaptation au changement climatique et plus sur le dispositif Adaptaville qu'on vous présente aujourd'hui. Alors juste vous rappeler d'où on parle. On travaille à l'Agence parisienne du climat, qui est une agence locale de l'énergie et du climat, comme il en existe une quarantaine en France. Et donc, on a vocation à accompagner, nous, la mise en œuvre opérationnelle des plans climat, pour nous, en ce qui nous concerne, le plan climat de la ville de Paris et celui de la métropole du Grand Paris. Et on travaille dans une logique vraiment très opérationnelle, de terrain, avec l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les particuliers ou les professionnels, pour accompagner la transition écologique du territoire sur lequel on travaille. On a depuis à peu près, on travaille alors créé par la ville de Paris avec différents membres fondateurs comme vous voyez là, et surtout une quarantaine d'adhérents sur 4 secteurs d'activité en particulier, le bâtiment et notamment l'habitat collectif. Et donc on travaille beaucoup sur les sujets d'atténuation aussi, et l'énergie, le climat et l'adaptation au changement climatique. Et ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. On a accompagné la ville, notamment en 2015, au moment où elle lançait certaines actions dans le cadre de sa stratégie d'adaptation au changement climatique. Et puis, de là, on a identifié le besoin de faire connaître l'ensemble des solutions qui commençaient à émerger sur ce sujet-là pour pouvoir inspirer, mais vraiment avec un axe un peu comme le vôtre, tout à fait opérationnel, comment on regarde ce qui se passe, comment on identifie ce qui fait déjà et comment on transmet, on essaime déjà ce qui a marché et ce qui est juste à côté de chez soi. Et du coup, on a commencé à développer un dispositif qu'on a appelé Adaptaville, et qui est un dispositif qui vise à la fois à inspirer les territoires sur les solutions existantes, à outiller les acteurs du territoire pour faciliter leur mise en œuvre, dans une logique d'échange entre pairs,
et puis à contribuer à structurer cette filière locale de l'adaptation au changement climatique. Donc c'est un dispositif francilien qui s'adresse à la fois aux maîtres d'ouvrage privés et publics, mais aussi à tous les prescripteurs qui sont nombreux dans notre réseau, qui mobilise à peu près 1000 professionnels actifs. On a 3 piliers sur lesquels ce dispositif s'est développé. Un premier pilier qui est une plateforme de solutions, donc qu'on référence, qu'on qualifie. Je ne vais pas rentrer dedans parce qu'Anna va bien y revenir. Donc des solutions qui ont fait leurs preuves, qui ont déjà été expérimentées par différents moyens. Et on retrouve beaucoup de celles que vous avez vues, qu'on aborde aussi dans une logique très opérationnelle. Et puis, on a un dispositif d'animation territoriale qui permet sur le terrain de voir comment cette solution se déploie, ou bien expérimenter sa mise en pratique dans le cadre de travaux d'études de cas. Et enfin, on a un troisième pilier qui est une offre spécifique dédiée sur mesure à des acteurs. On a commencé par les communes de la métropole du Grand Paris, et là, on les accompagne en amont de leur réflexion avant de consulter leur maître d'œuvre pour intégrer de façon la plus optimale possible l'ensemble des dimensions de l'adaptation au changement climatique, donc pas que celui lié à l'habitabilité l'été, mais aussi les problématiques de gestion de l'eau de pluie, de fortes pluies, de retrait et gonflement des argiles, etc. Je passe la main à Anna qui va rentrer plus en détail sur l'ensemble du dispositif. Oui, merci Cécile. Du coup, on peut passer à la slide suivante, effectivement, pour vous présenter un peu plus précisément les 3 piliers. Donc, le premier que Cécile a cité, c'est donc notre plateforme adaptaville.fr où on peut retrouver des ressources pratiques, donc on alimente depuis 5 ans. Durant ces 5 ans, on a pu identifier du coup 83 solutions sur lesquelles en fait on a à chaque fois rédigé des fiches opérationnelles avec des informations pratiques pour que le lecteur puisse, une fois qu'il ait lu la fiche, voilà, avoir les informations sur cette solution pour savoir si elle est adaptée à ses projets par exemple. Donc on va avoir les étapes de la mise en œuvre, combien ça peut coûter environ, quels sont les points d'attention à prendre en compte avant de se lancer, est-ce qu'il y a des prestataires qui existent, on ne va pas être exhaustif mais on va en recenser certains, et aussi à chaque fois on va avoir un retour d'expérience sur ces solutions, donc on essaie d'avoir des retours d'expérience franciliens avec aussi les contacts de ces retours d'expérience avec qui on a fait à chaque fois un entretien. En plus du coup de ces fiches solutions, on va avoir une carte qui recense et géolocalise des opérations qu'on a pu identifier de déploiement de ces solutions. Donc là, ça permet à chacun d'aller voir aussi parfois juste par curiosité à côté de chez soi qu'est-ce qui se fait. Des informations sur les aides financières locales puisque il existe aussi des aides financières pour mettre en œuvre des solutions d'adaptation au changement climatique et que c'est un levier forcément très important. Et on a développé depuis peu un annuaire où en fait on a référencé tous les prestataires qui ont été lauréats de nos précédents appels à candidature au sein d'un même fichier pour retrouver des entreprises qui peuvent agir sur l'adaptation au changement climatique. On peut passer du coup à la slide suivante justement pour vous expliquer un peu comment on a identifié ces solutions, parce que je parlais d'appel à candidature. Donc en fait, ces solutions, on les a sélectionnées aussi avec nos partenaires et notre réseau d'experts. On a fait en fait 4 appels à candidature depuis le début du projet, un peu là comme sur nos villes à 50 degrés, pour avoir une remontée de solutions et ensuite avoir une sélection avec nos partenaires sur des dossiers de candidature. Les solutions qui ont été sélectionnées, on a pu faire du coup des entretiens avec les porteurs de solutions, des entretiens avec des experts sur la solution ou avec du coup les personnes qui peuvent témoigner d'un retour d'expérience et puis bien sûr des recherches pour écrire ces fiches solutions. Qu'on a du coup publié sur la plateforme. Et à côté de ça, un peu comme sur nos villes à 50 degrés, il y a des solutions qui ne sont pas forcément remontées à travers les appels à candidature. Et du coup, maintenant, on est aussi force de proposition, on va dire, en interne et avec nos partenaires pour identifier les solutions qui manquent sur la plateforme et tous les 2 ans, alimenter la plateforme plutôt sur les sujets qu'on a nous-mêmes identifiés. Ensuite, pour passer au deuxième pilier du coup, donc notre programme d'animation qui est donc un programme d'animation collectif et ouvert à tous où tous les professionnels peuvent s'inscrire. L'idée, c'est justement de rassembler des acteurs aux compétences variées, donc les collectivités qui sont notre cible principale, mais aussi les acteurs qui les accompagnent, type de bureaux d'études, architectes, paysagistes, et puis aussi tous les acteurs en fait de l'aménagement, les aménageurs, les bailleurs sociaux, les promoteurs, etc.
et donc de les rassembler à travers différents formats d'animation pour qu'ils puissent partager des retours d'expérience, qu'ils puissent échanger entre pairs et puis monter en compétences. Donc on fait une quinzaine d'événements par an, on fait pas mal de visites, c'est un format qui marche très bien. Donc là, on a une la semaine prochaine, par exemple, qui a lieu dans le cadre d'un cycle de visites sur les toitures végétalisées. Donc c'est la 3e visite sur les toitures végétalisées. On fait également des ateliers, on en a organisé un récemment sur adapter les écoles à la surchauffe. Des webinaires, on en a un prochainement sur les protections solaires, justement. Effectivement, c'est un gros sujet et on rédige actuellement un guide à ce sujet. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on organise ce webinaire avec des retours d'expérience de la ville de Poissy et puis une entreprise de menuiserie qui interviendront. Et puis, on a un événement qui s'appelle les rencontres annuelles Adaptaville qui sera en novembre prochain avec l'idée de rassembler un peu tout l'écosystème de l'adaptation au changement climatique en Île-de-France. Et donc, on a eu 1000 participants, par exemple, à nos événements l'année dernière. Et enfin, le dernier pilier d'Adaptaville, c'est effectivement un accompagnement sur mesure que pour l'instant, on a déployé à destination des communes avec la métropole du Grand Paris. Donc, l'idée, c'est de faire monter en compétence les équipes d'une structure sur les sujets d'adaptation au changement climatique et d'intégrer un peu ce réflexe adaptation dans les projets d'aménagement, de rassembler en fait pour les communes les différents services autour de ce sujet pour que le sujet soit aussi porté par les différents agents et élus dans la commune. Et donc, ça va prendre la forme d'animation qu'on co-construit avec les communes accompagnées, donc des formations assez générales sur l'adaptation s'il y en a besoin, et puis après des ateliers sur des sujets un petit peu plus précis. Donc, par exemple, là, sur les communes qu'on a déjà accompagnées les années précédentes. On a eu des ateliers sur l'adaptation des écoles de ces communes à la surchauffe, des ateliers sur la mise en place d'une gestion écologique des espaces verts, des ateliers sur d'autres types d'aménagement, type cour oasis, un espace public à requalifier, toujours avec l'idée de prendre en compte l'adaptation au changement climatique. Et on va du coup accompagner encore 10 communes cette année jusqu'à 2027. Donc voilà, on a bien mis nos contacts si vous voulez en savoir plus. Et puis aussi, n'hésitez pas du coup à vous inscrire à nos événements qui sont ouverts à tous et à nous contacter pour en savoir plus. Alors Mathéo, est-ce qu'on a quelques questions? Oui, alors déjà, première question, et les deux se rejoignent, c'est est-ce que c'est un outil public ou payant et les règles sont-ils en accès libre? Oui, du coup, tout est en accès libre. Donc nous, on est une association financée le projet est financé aussi par la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, l'ADEME et l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et donc l'idée, c'est que tout soit en accès libre pour que tout le monde puisse en profiter. Et vous avez accès à tous les contacts directs aussi, à la fois des maîtres d'ouvrage ou des entreprises prestataires qui ont travaillé sur ces opérations. Super. Voilà, pour y être, c'est que chacun laisse ses contacts pour que la mise en relation puisse se faire plus facilement. J'ai une deuxième question. Est-ce que vous avez une méthode de travail pour inciter à la rénovation thermique générale, que ce soit pour l'hiver et l'été, en prenant en compte les futurs climats de demain, donc par exemple les réflexions concernant les changements de système de chauffage pour inclure les besoins en froid collectif? Vous avez des ateliers, des méthodes de La question, elle est vaste. Hein. Oui. Alors, oui, c'est un peu le cœur d'activité du travail de l'Agence parisienne du climat, puisque nous, on travaille sur la rénovation des copropriétés parisiennes. Donc, on est vraiment le guichet d'accompagnement à la fois des professionnels et des particuliers sur la rénovation des immeubles parisiens, 45 000 copros, et on est aussi Espace Conseil France Rénov de Paris. Et donc, la rénovation environnementale, on va dire plus qu'énergétique et environnementale, intègre dans tout notre accompagnement qui se fait du début de la réflexion jusqu'à la livraison des travaux, dans l'accompagnement sur la suivi, un projet c'est 6 ans, tous ces enjeux-là dans une logique vraiment très opérationnelle et en appui des dispositifs de la ville de Paris et de la métropole pour accompagner ce travail sur le bâtiment. Alors, le sujet du confort d'été est monté très récemment. Donc, évidemment, on a tout un dispositif à la fois pour accompagner la prise en compte aujourd'hui du confort d'été et des principes, évidemment, plus que des principes, des outils d'accompagnement très spécifiques
Nous, on est vraiment dans une logique, vraiment, c'est un sujet très sensible aujourd'hui parce que, comme vous le disiez, il y a un sujet, d'ailleurs, vous n'en avez pas parlé, mais d'isolation très important. Mais à côté de l'inertie, il y a tout un sujet de protéger la chaleur des bâtiments, d'abord, empêcher la chaleur de rentrer. Et ça, c'est quand même un acte important qu'il faut avoir en tête. Et ça, c'est le vrai sujet qui se pose. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur les protections solaires. Comment on fait en sorte que non seulement on puisse installer ces protections solaires, qui est la base, et derrière, déployer des solutions de ventilation nocturne qui sont indispensables aussi pour rafraîchir le bâtiment, et installer, comme vous le dites, des solutions passives comme les brasseurs d'air, qui sont plus un sujet d'acculturation qu'un sujet technique. Mais du coup, il y a des moyens effectivement qu'on emploie qui sont voilà, très diversifiés. Je ne peux pas développer ici, mais pour intégrer ces réflexions, non seulement dans la formation aussi et la prise en compte de l'ensemble de la filière professionnelle, parce que on a aussi encore des solutions qui sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait aujourd'hui, qui sont aussi calquées sur le climat d'aujourd'hui et pas sur le climat de demain. Donc là, il y a des solutions qui permettent aussi de regarder ce sujet-là. Et puis, il y a des solutions réglementaires. Nous, on travaille sur... Cécile, il va nous rester une petite minute pour conclure. Si vous me laissez un tout petit peu de temps, je vous laisse finir. On travaille avec les instructeurs aussi, que ce soit côté ville ou côté architecte des bâtiments de France, pour que certains sujets puissent intégrer à la fois les questions aussi réglementaires, patrimoniales et de rénovation, pour pouvoir faciliter aussi l'installation de solutions pour préserver l'habilité d'un immeuble et de la ville plus généralement. Oui, vaste sujet aussi. Merci beaucoup à toutes les deux pour la qualité de votre présentation. Merci de manière générale à tous les intervenants, toutes les personnes qui ont contribué, qui ont candidaté, toutes les innovations qu'on a saluées. Merci à Mathéo, qui a fait un très gros travail d'analyse et aujourd'hui d'animation. Il s'en est très bien sorti. Donc, je le salue au passage. Et pour les quelques courageux qui sont encore avec nous, parce que là, je vois que vous commencez tout doucement à passer à la suite de votre agenda, ayez en tête qu'on aura le bonheur de nous retrouver en présentiel le 2 juillet à l'Académie du Climat. Attention, nombre de places limitées. Si vous aussi, vous en avez assez d'entendre tout le temps des débats pour ou contre la clim à la télé à chaque fois qu'il y a une vague de chaleur, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste seulement une centaine de places. C'est une conférence qu'on fait en 100% présentiel, où on a décidé de se retrousser les manches et de s'attaquer un peu sérieusement au sujet de la climatisation. Et puis vous le verrez, assez rapidement, on s'est rendu compte que le sujet, c'était surtout l'habitabilité. Et on a construit une véritable doctrine avec des cahiers des charges, des spécifications, aussi des simulations pour nous assurer qu'on arrivait à trouver un chemin pour assurer du confort et remettre le sujet du confort, de la qualité d'usage et de l'habitabilité au cœur du débat public. Parce que c'est sympa, 5 minutes de débattre sur les solutions, mais ce qui compte, c'est quand même avant tout le résultat. Je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à vous inscrire, on vous mettra un lien. Et de manière générale, tout le monde a fait sa petite page de pub, on va quand même faire la note. Si vous avez envie de rejoindre l'aventure Nos Villes à 50 degrés, vous avez vu qu'elle était tout à fait riche. Vous avez 2 options, avec 2 choix qui sont cornéliens. Soit vous contactez Mathéo, voilà, qui a l'air sympa, avec une cravate, etc. Soit vous contactez Anaïs, qui est notre responsable du développement du programme, et qui se fera, je pense, un plaisir de répondre à vos questions. Et je l'espère, de vous accueillir, parce qu'on a besoin d'énergie pour avancer, et c'est des sujets sur lesquels souvent on se rend compte que tout existe. Par contre, souvent on se rend compte qu'on ne va pas assez vite, et donc c'est mieux de le faire tous ensemble. Voilà, on arrive à la fin du webinaire, donc je vous salue chaleureusement. Un grand merci pour votre intérêt, pour votre attention, et à bientôt dans l'action. Merci à tout le monde. Merci. Bonne journée.